Arrêt de la société africaine de raffinage depuis plus de 3 semaines pour rupture de pétrole brut. Le collège des délégués alerte, les risques techniques et les pertes commerciales sont réels et insupportables pour les travailleurs. Mouvement d'humeur du syndicat des travailleurs de la justice. 2 mois de grève sans obtenir gain de cause. Le Sud-Just ne démord pas, campe sur sa position et compte aller jusqu'au bout de leur combat. Il n'accepte pas les conditions posées par la tutelle. Évolution de la pandémie de Covid-19, les cas communautaires gagnent du terrain. 106 de ces cas sont enregistrés ce jeudi et 47 cas contacts. Le SNEIPS va renforcer la stratégie de sensibilisation en cours. Le directeur sera l'invité de ce 18h. Pendant ce temps, de nombreux enseignants sont infectés. Le QSAMS alerte, le virus se propage et c'est bientôt les examens de fin d'année. L'actualité internationale, celle sportive et Info Éco vont compléter cette édition. Voilà pour les titres. Bienvenue sur Sud FM. Est à la présentation. Aline Badara Sossé assure la mise en onde. Bienvenue. Un violent accident s'est produit ce matin sur la route de Ndofat à hauteur du village de Touba Sanoro. Bilan 2 morts dont un enfant de 18 mois. Les blessés ont été tous évacués à l'hôpital régional de Kaolack. Mamoudou Kamara. Ce jeudi, vers 6h du matin, la route a encore fait des victimes. Dans la commune de Passy, à 200 mètres du village de Touba Sanoro, un véhicule de transport en commun, communément appelé 7 places de marque Peugeot 505, conduit par un chauffeur âgé de 32 ans demeurant à Ndiayen Santang à Karang. Ce véhicule de 7 places avec à bord 7 passagers en provenance de Karang a violemment cogné et traîné un taxi qui était sur le rebord de la chaussée. Ce véhicule de transport en commun 7 places a trouvé le chauffeur de taxi Mamadou Diallo qui était en train de vérifier le moteur de son véhicule et l'a tué sur le coup. Un de 18 mois a été également tué sur le champ. Le chauffeur de taxi est originaire du village de Ndiafat et il était âgé de 54 ans. Les corps sans vie des 2 victimes ont été déposés par les sapeurs-pompiers à la morgue du centre hospitalier régional et la Ibrahima Niasse de Kaolack. Les blessés, dont 4 femmes, ont été également évacués d'urgence à l'hôpital de Kaolack. Il est bon de signaler que les dégâts matériels de cet accident mortel sont importants. Le commandant de la brigade territoriale de la gendarmerie de Kaolack, Abdou Cissé, et ses éléments ont ouvert une enquête. En cette période d'hivernage, les routes sont glissantes, les chauffeurs doivent veiller sur l'état de leur véhicule car une défaillance technique peut constituer un danger pour les usagers de la route. Kaolack, Mamadou Kamara, Sud FM. Sud FM, l'info, c'est ici. Alerte à la SAR, la société africaine de raffinage est à l'arrêt depuis plus de 3 semaines pour rupture de pétrole brut. Les risques techniques et les pertes commerciales sont réels et insupportables pour les travailleurs. Le collège des délégués tire la sonnette d'alarme et demande aux autorités compétentes de prendre les décisions idoines. Elhadji Maguette Diop est le secrétaire général du collège des délégués de la SAR, secrétaire général adjoint du syndicat national du pétrole et du gaz section raffinage. Au téléphone avec Adjane Mariam Ndiaye. Nous sommes à l'arrêt depuis bientôt 4 semaines pour rupture de brut. Et c'est une situation que nous déplorons. Et aujourd'hui, dites-nous, quelles peuvent être les conséquences par rapport donc à cette situation? Conséquences de cette situation, pour le moment, ce sont des risques qui pèsent sur la raffinage. Comme nous l'avons décrit sur notre déclaration des risques réels par rapport à la sécurité de nos installations qui sont menacées, des pertes de notre production, des pertes, des manques à gagner, des frais financiers énormes. Est-ce que vous avez eu à discuter avec la direction? Qu'est-ce qu'elle répond par rapport à cette situation? On a eu à les rencontrer à plusieurs reprises sur les différents points évoqués dans notre déclaration et que à chaque fois ils nous donnaient des garanties comme quoi que
cette situation allait changer, notamment qu'ils sont là-dessus en train de le gérer, mais apparemment, les faits parlent de la situation est là, elle persiste et nous ne comprenons pas le pourquoi. Le but ou bien l'objectif de cette déclaration, c'est ça, c'est alerter les autorités compétentes pour qu'ils prennent les décisions idoines pour remédier à cette situation que nous vivons qui est intenable et qui n'est pas bon pour le pays ni pour la SAR et qui n'est pas de notre intérêt pour nous tous. Actuellement, rien ne justifie une telle situation, rien ne le justifie. Un autre secteur en mouvement d'humeur est celui de la justice. Le bras de fer opposant le Sytjust et la tutelle continue et ce, malgré la médiation que mène le président exécutif de l'Association des juristes africains. Chaque partie campe sur sa position, ce qui ne va pas faciliter les choses, mais la médiation va se poursuivre pour la résolution de cette crise, promet le professeur Ogosek, président exécutif de l'Association des juristes africains, joint par Mame Diarra Da Silva. Nous avons pris l'initiative d'aller rencontrer le ministre Maître Malick Sall, qui nous a reçus, qui nous a vraiment montré sa bonne volonté à résoudre le problème et il était prêt même à faire des concessions concernant les réclamations des greffiers, surtout par rapport aux indemnités. Il était prêt à aller très très loin, mais à une condition, il lui fallait que le Sytjust suspende, ne serait-ce que pour 48 heures, la grève. Après, nous avons rencontré le bureau du Sytjust, avec qui nous avons vraiment bien discuté, et le bureau était très favorable pour la poursuite des discussions. Donc, il se trouve que, une fois retournés, soi-disant à la base, ils ont rencontré quelques difficultés par rapport à cette condition de suspension, justement, de la grève. Et sur ce point-là, l'association des juristes a eu à rappeler que, en fait, dans le cadre d'un service public, il y a ce qu'on appelle le principe de la continuité du service public. Donc, on ne peut pas, dans le cadre d'une grève par des agents, faire une grève continue, une grève ininterrompue. Ce n'est pas très normal et nous avons attiré l'attention du bureau du Sytjust là-dessus. Ce que, apparemment, le Sytjust n'a pas, accepté. Au-delà des autres médiations, puisque le Sytjust a rencontré d'autres médiateurs, le bureau est prêt, en tout cas, à aller voir le ministre avec nous, mais à des conditions que certainement qui pourront être difficiles à satisfaire. Il s'agit de paiement de primes, d'indemnités et voilà. Et nous avons attiré l'attention du sujet sur le fait qu'en réalité, il faut être sensible ou sensibilisé par rapport aux problèmes liés à la gestion de l'État. On poursuit la médiation, on est en contact permanent avec le gouvernement comme avec le Sytjust et nous faisons de notre mieux pour aider à la résolution de ce problème parce qu'il y a des injustices qui sont créées. Il ne faut pas qu'en essayant de lutter contre une injustice, créer aussi d'autres injustices. Le Sytjust, en tout cas, boucle après demain 15 août 2 mois de grève pour réclamer la satisfaction des revendications. Et le Sytjust s'est dit déterminé à aller jusqu'au bout. Les travailleurs estiment que la tutelle n'est pas prête pour un dialogue sincère et ils n'accepteront pas les conditions qu'on leur pose. Voici les précisions du secrétaire général du Sytjust, Maître Aya Boun Malick Diop, avec Mame Diarra Da Silva. Le ministre de la Justice voudrait faire de la levée ou de la suspension du mot d'ordre de grève que nous avons décrété comme un préalable avant toute rencontre. Pour nous, celle-ci est inacceptable, à la limite même c'est un manque de respect. Parce que dans les règles du dialogue social, on ne peut pas imposer à un syndicat qui exerce un droit constitutionnel dans le cadre de la loi la levée du mot d'ordre comme préalable à des discussions. Les discussions, on doit les faciliter. D'autant plus que le dialogue social est érigé en principe constitutionnel dans notre droit positif. C'est-à-dire, la loi encourage le dialogue social. Aujourd'hui, si la crise a perduré, c'est parce que le ministre de la Justice voudrait recréer le dialogue social en créant de nouvelles règles. Ceci, on ne le connaît pas. Quand un syndicat dépose un préavis de grève, mais bon Dieu, il faut le recevoir, multiplier les discussions. Mais s'il campe sur une position, le syndicat campe dans sa position parce qu'il faut le reconnaître. Il n'est pas plus sénégalais que nous, il n'a pas plus de principe que nous. S'il nous impose des choses qui n'existent pas dans le droit, mais les positions seront figées et la crise va perdurer. Donc c'est ça qui explique qu'aujourd'hui, la crise a perduré. On ne veut pas revenir sur des accords survenus après des négociations collectives de manière cavalière. Si aujourd'hui,
l'État a des difficultés pour mettre en œuvre des accords, mais il n'a qu'à appeler les responsables du syndicat à des négociations, à des explications et nous dire de manière claire où se trouvent les difficultés. Mais si le gouvernement voudrait s'inscrire dans une démarche unilatérale, mais ça ne fera que créer des problèmes. Donc aujourd'hui, les travailleurs de la justice sont déterminés à mener le combat jusqu'à faire cesser cette injustice, cette agression qu'ils sont en train de subir de la part du gouvernement. Le Sud-Juste qui campe sur sa position après 2 mois de grève. Après une réunion virtuelle avec le ministère de l'Éducation nationale, les enseignants alertent. Le QSEM se révèle que de nombreux enseignants ont été testés positifs au coronavirus. Le virus se propage et c'est dans ce contexte que le gouvernement organise les examens. Il sera responsable de tout ce qui adviendra. Le QSEM alerte également sur un autre drame, une surimposition injuste, inadmissible, explique Abdoulaye Ndoye, secrétaire général du QSEM avec Kisenia. Nous avions toujours demandé au gouvernement de respecter et de prendre en compte l'avis déterminant du Comité national de gestion des épidémies. Parce que pour nous, sauver des vies vaut mieux que sauver une année scolaire. Donc le gouvernement a pris la responsabilité de faire fonctionner les établissements, d'organiser des examens, de faire passer les élèves, les classes intermédiaires, les élèves passent en classe supérieure. Et en ce qui concerne la maladie, nous le disons à haute et intelligible voix, les enseignants sont en train de payer un lourd tribut. Beaucoup d'enseignants sont testés positifs. Et c'était prévisible parce que nous avons vu les conditions de convoiement des enseignants. Nous savions que la maladie est en train de se répandre. Le pic n'est pas atteint. Les mesures barrières ne sont pas respectées. Mais si les enseignants avaient dit le contraire, on allait les diaboliser, dire que les enseignants refusent de travailler. Mais nous avons montré encore une fois notre patriotisme, notre engagement. Mais que le gouvernement se le tienne pour dire, cette année étant une année spéciale. Le combat va reprendre aussitôt. Pourquoi? Parce qu'au moment où on nous demande de consentir des sacrifices, les ministères de la fonction publique et des finances se sont barricadés. Les dossiers des enseignants sont bloqués. Les actes ne sont pas signés. Puis, aujourd'hui, les enseignants sont victimes de la surimposition. C'est une injustice, c'est un vol. C'est inadmissible, intolérable. Et nous demandons au gouvernement la fin de la surimposition. Et cela pose même la question de la justice fiscale au Sénégal. Maintenant, pour le reste, concernant les autres aspects, l'organisation des examens, ce que nous avons dit, le gouvernement est responsable de la sécurité de tous les actes. Donc le gouvernement doit veiller au respect du protocole sanitaire. Parce que demain, quoi qu'il arrive, le gouvernement sera tenu pour responsable. D'autant que nous sommes dans un contexte très difficile. Les cas communautaires augmentent, les cas de décès augmentent, la maladie se répand à une vitesse terrible, les gens sont inquiets, la psychose s'est installée, le pic n'est pas encore atteint. Donc c'est au gouvernement qui a pris la responsabilité, l'entière responsabilité de manière unilatérale, d'ouvrir les écoles, d'organiser des examens, d'assurer la sécurité. Évolution de la pandémie de Covid-19, 153 nouveaux cas confirmés de coronavirus ont été enregistrés ce jeudi. Il s'agit de 47 cas contacts et 106 issus de la transmission communautaire. Le pays déplore 2 nouveaux décès. 51 cas graves sont actuellement pris en charge, révèle le directeur de la prévention, Dr Elhadji Mamadou Ndiaye. Sur 1730 tests réalisés, 153 sont revenus positifs. Les cas positifs sont répartis comme suit. 47 cas contacts suivis par nos services et 106 cas issus de la transmission communautaire répartis entre communes ou quartiers suivants. Ziguinchor en a 11, Bignona en a 7, Mbour en a 7, Almadies en a 6, Saint-Louis en a 6, Kédougou 5, Kolda 4, Thiès 4, Dakar Plateau 3, Kaolack 3, Khombol 3, HLM 3, Les Maristes 3, Médina 3, Ouakam 3, Dieuppeul 2, Dieuppeul 2, HLM Grand Yoff 2, Keur Massar 2, Liberté 2, Richard Toll 2, Tivaouane 2, Bentali 1, Bop 1, Bounkiling 1, Centenaire 1, Cité Faïsal 1, Diouloulou 1, Fanok 1, Grand Yoff 1, Guédiawaye 1, Mékhé 1, Mermoz 1, Ouest Foire 1, Oussouye 1, Patte d'Oie 1, Popenguine 1, Rufisque 1,
Sacré-Cœur 1, Sicap Baobab 1, Sokone 1, Thiadiaye 1, Touba 1, Yoff 1 et Vélingara 1. 49 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 51 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés ce mercredi 12 août 2020. L'état des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 11 740 cas ont été déclarés positifs, dont 7 572 guéris, 244 décédés et donc 3 923 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées, souhaite un prompt rétablissement aux patients encore dans nos services. Le district sanitaire de Thiès enregistre le plus grand nombre de cas positifs. 459 cas à ce jour ont été dénombrés. Les membres du comité départemental de gestion de la pandémie sous la tutelle du préfet élargissent leurs actions au mouvement navétane pour mieux atteindre les jeunes, surtout en cette période de vacances. Thiès, Babacar Ndao. Percée inquiétante de la Covid-19 dans la région de Thiès, le district sanitaire de Thiès arrive en tête de peloton avec 459 cas positifs enregistrés à ce jour. Dr Mohamed Moustapha Faye est le médecin-chef de district de Thiès. À ce jour, nous avons 459 cas confirmés et 341 cas guéris, soit une proportion de 74,3% et 27 décès notés depuis le début de la pandémie, soit un taux de létalité de 5,9%. Et malheureusement, on a enregistré des cas perdus de vie. Vous savez également que maintenant, les voyageurs sortants font un dépistage et nous avons enregistré 27 cas positifs de voyageurs sortants. 2 mois après la mise en place du comité multi-acteurs de riposte communautaire à Thiès, les cas ne cessent d'augmenter, d'où une nouvelle approche impliquant le mouvement navétane. Moussa Diagne est le préfet de Thiès. Les avis sont convergents pour constater un manque d'engagement de la jeunesse. Et cela a fait un bref. Cela pose question. Ces difficultés venant de cette composante de la société, nous avons pensé devoir davantage nous appuyer sur le mouvement navétane. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, nous sommes en période d'hivernage et à pareille époque, c'était le déroulement, n'est-ce pas, des activités sportives. Et pour éviter qu'en pareil moment, que les jeunes continuent de fréquenter les terrains de sport, nous sommes appuyés sur le mouvement navétane, les considérer comme levier pour pouvoir atteindre ces jeunes-là. Les gares routières et marchés sont cités comme point de propagation de la Covid-19 à Thiès. À cela s'ajoutent des perdus de vue, ce qui complique la lutte selon les autorités locales. Babacar Ndao, Thiès sur le fer. Hausse des cas positifs au coronavirus, surtout ceux issus de la transmission communautaire. Le SNEPS va renforcer la stratégie de sensibilisation en cours. De nouveaux spots audiovisuels seront produits et diffusés dans les médias. Ces messages s'adressent surtout aux jeunes et aux personnes du 3e âge, selon Dr Ousmane Gueye, directeur du SNEPS. Il sera notre invité. À Ziguinchor, vaste opération de coup de poing dans des marchés pour le port de masques. Une 50aine de personnes interpellées ce matin par la police dans cette opération initiée par le préfet de Ziguinchor. Pape Ibrahim Madiké Dramé est au micro d'Ignace Ndeye. Mais c'est true que depuis lors, en fait, il y a, comme tu dirais, un relâchement notoire de la part de la population, aggravé depuis la fin de l'état d'urgence, ce qui nous a valu vraiment de faire ce matin cette opération de terrain qui, je le rappelle, fait suite déjà à une rencontre tenue hier avec l'ensemble des acteurs communautaires. Toute la couche de la société était présente à cette activité de sensibilisation et d'information sur les dernières mesures prises par les autorités. Et je pense qu'on a fait ce qu'on avait à faire face vraiment à ce drame que l'on connaît, au vu également de la gravité de la situation à Ziguinchor. Mais on ne pouvait pas en fait être inerte face à cette situation. Dire qu'à la date d'hier, nous étions en fait à 13 décès pour Ziguinchor, rien que dans le département, avec 260 cas positifs déclarés, en l'espace vraiment de 5-6 mois. Là, c'est inadmissible. Raison pour laquelle on a voulu donner suite quand même, c'est-à-dire à notre action d'hier, c'est-à-dire la mission de sensibilisation, pour maintenant entrer dans la phase active, reprendre en main ce qui nous revient de droit et faire imposer vraiment en fait la loi et les règlements. Et aussi les directives et instructions des autorités supérieures. En tout cas, comme vous le savez, avec beaucoup de regrets, on a eu en fait appréhendé une 50aine déjà de personnes et puis nous ne sommes pas en fait au bout de notre peine.
Dire que le mal est là et profond, c'est comme qu'il y a un dénigrement en fait, de cette maladie, ce qui n'est pas normal. Raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Ça va se faire, même s'il faut en fait, délaisser carrément le bureau, venir chaque jour en fait, sur le terrain, on va le faire. Quel qu'en soit le prix, en fait, on est engagé avec la police. Je remercie, c'est vrai qu'il y a le commandant du corps humain qui est là, en fait, qui m'accompagne dans cette opération. En tout cas, on est engagé, on est vraiment déterminé. Le reportage du jour. Le reportage du jour s'intéresse à l'environnement. À Diourbel, l'écosystème est fortement agressé par l'agriculture intensive. Des initiatives ont été prises et développées pour protéger l'environnement, mais sans succès majeur. Adam Ndiaye. L'écosystème de la région de Diourbel est fortement endommagé à cause d'une agriculture intensive d'arachides pratiquée pendant des décennies. Des initiatives ont été prises dans les années 70 jusqu'en 1990 par les services en charge de la protection de la nature, mais elles n'ont pas réellement donné les résultats escomptés pour plusieurs raisons. Le lieutenant-colonel Ndiri Diao est l'inspecteur régional des eaux et forêts de Diourbel. La première, c'est un manque de suivi adéquat. Deuxièmement, il y a aussi la divagation, peut-être parce que nous sommes dans une zone aussi d'élevage, et si les plantations ne sont pas protégées, ne serait-ce que pour le pâturage, les animaux compromettent en tout cas la réussite de ces plantations. L'autre élément aussi, c'est les coupes abusives, parce que nous sommes dans une zone dégradée. Par contre, il existe des exemples réussis dans la préservation de la nature. À partir des années 2000, nous avons trouvé, en plus du reboisement, une autre solution, c'est ce qu'on appelle les mises en défense et les forêts régionales. C'est à protéger des espaces sur 2, 3, 4, voire plus 5 hectares, clôturés où toute activité agricole ou de pâturage est interdite pendant une période donnée. Ça nous a permis quand même d'avoir quelques résultats. La forêt de Polto dans le Bambey, la forêt de Nour et le Silan sont quand même des exemples patents. La région de Diourbel a atteint son objectif de production de 500 plants qui avait été inscrit dans le plan de travail annuel. Le service des eaux et forêts veut planter 60 km de plantations linéaires sur les axes Bambey-Gawan-Tiaïtou, Ndoulo-Ngabou et 456 hectares pour les plantations massives. Diourbel, Sud FM, Adam Ndiaye. Sud FM, l'info, c'est ici. Sud International. Le président Donald Trump annonce un accord de paix historique entre Israël et les Émirats arabes unis qui ont signé sous l'égide des États-Unis un accord de paix historique, a tweeté le président des États-Unis, permettant à ces deux pays de normaliser leurs relations. Certains disaient que c'était impossible. Après 49 ans, Israël et les Émirats arabes unis vont entièrement normaliser leurs relations diplomatiques, a déclaré Donald Trump. C'est un moment historique. Il n'y avait pas eu un progrès pareil vers la paix au Proche-Orient, depuis l'accord de paix entre Israël et la Jordanie il y a 25 ans. Il s'agit d'une percée spectaculaire, a commenté Donald Trump, qualifiant cette normalisation d'accord de paix historique entre nos deux grands amis. La médiation de la CEDEAO dirigée par l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan poursuit les tractations pour une solution de sortie de crise au Mali. La mission poursuit les discussions avec les parties. Elle a rencontré hier le M5 et l'exhorte à accepter une rencontre avec le chef de l'État, chose refusée. Les audiences continuent ce jeudi. Sori Ibrahim Meiga. Après sa grande manifestation nationale du mardi 11 août, le M5 RFP a tenu une rencontre avec Jonathan Goodluck, émissaire de la CEDEAO pour la décrispation de la crise malienne. Elle s'est effectuée juste au retour du médiateur de Nioro du Sahel, où il a rencontré le shérif Cheikh Bouye Haïdara, qu'il a sollicité, d'après des sources, d'intercéder auprès de l'imam du COE du M5 pour résoudre l'impasse politique que vit le Mali. Arrivé à Bamako le même jour, à sa demande, une entrevue initiée avec le mouvement en début de soirée n'a pas porté des résultats satisfaisants.
Selon le porte-parole des contestataires Tchogel Kokala Meiga, à sa sortie de la réunion, l'envoyé spécial a voulu une rencontre aujourd'hui entre eux et le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. La réponse du M5 n'a pas tardé. Quelques heures après, dans la même nuit, il a dressé un refus catégorique de rencontrer le chef de l'État, réitérer toujours sa démission, la libération de ses militants emprisonnés et de Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition. Les acteurs du regroupement demandent également des enquêtes sur l'usage des gaz lacrymogènes lors de la dernière manifestation et sur les théories des événements du 10 juillet et jours suivants. On précise que les rencontres se poursuivent ce jeudi 13 août. Le chef de la mission de la CEDEAO doit rencontrer la majorité présidentielle, le shérif Ousmane Madani Haïdara, président du Haut Conseil islamique, et le M5 à nouveau. Sori Ibrahim Maïga, Bamako, pour Sud FM. Football Ligue des Champions, on poursuit les quarts de finale ce jeudi. Les Allemands de Leipzig jouent contre les Espagnols de l'Atlético de Madrid. Une belle affiche où on aura deux styles de jeu, mais l'Atlético Madrid reste favori. C'est l'analyse du journaliste Mbaïsen, l'international. Il est au micro de Dune Minkilan. C'est l'opposition de style entre deux équipes qui jouent différemment. L'Atlético Madrid est une équipe très physique, dure sur l'homme, au contact. Contrairement à cette équipe de Leipzig qui est en train de produire du très beau football, bien qu'on peut constater lors de leur dernier match au niveau de la Bundesliga, on n'avait pas vu une équipe très forte, une équipe conquérante, et ça va être beaucoup plus difficile pour les Allemands. Ils ont perdu leur attaquant Timo Werner qui est parti du côté des Blues de Chelsea. Donc le favori, naturellement, ça va être l'Atlético Madrid. Les joueurs de Diego Simeone ont une carte à jouer pour éventuellement rejoindre le Paris Saint-Germain en demi-finale de Champions League. Leipzig contre Atlético Madrid ce soir à 19h. Le vainqueur de ce match va affronter le Paris Saint-Germain en demi-finale. Pour rappel, les Parisiens ont battu hier les Italiens de l'Atalanta Bergame par 2-1. 18h27, nous accueillons Hapsein Manouane pour Info Éco. Sud FM, l'invité du jour. Il s'agit du docteur Ousmane Gueye. Il est le directeur du SNEPS. Il est avec Ndeye-Marie Ndiaye. Nous sommes avec docteur Ousmane Gueye. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du SNEPS. Aujourd'hui, la situation concernant le coronavirus atteint des proportions assez inquiétantes dans le pays. Le nombre de cas a fortement augmenté. Selon vous, est-ce qu'il n'est pas temps de changer de stratégie? Merci beaucoup. En fait, il s'agissait d'une situation que les autorités sanitaires et les autorités étatiques avaient dit bien avant la Tabaski. Donc aujourd'hui, nous sommes rendus compte effectivement qu'il y a une augmentation du nombre de cas positifs, mais surtout l'augmentation du nombre de cas issus de la transmission communautaire. Maintenant, est-ce qu'il s'agit de changer de stratégie ou pas? Non, il ne s'agit pas de changer de stratégie. Aujourd'hui, il s'agit de renforcer la stratégie qui est en cours. C'est une stratégie qui a été mise en place depuis longtemps et cette stratégie, elle est dynamique. Chaque fois, on l'adapte à l'évolution de la pandémie et depuis presque 10 jours, nous sommes dans le cadre d'une co-construction avec une sensibilisation de proximité, avec l'appui et l'éclairage des socio-anthropologues. Et donc, c'est cette stratégie aujourd'hui qui est mise en œuvre, surtout au niveau de Dakar, mais également au niveau des autres régions. Concernant cette stratégie, est-ce que vous l'adaptez surtout à la cible jeune, si l'on sait que ce sont les plus récalcitrants? Tout à fait. Aujourd'hui, le principal message est adressé aux jeunes. Mais également, ce sont ces jeunes que nous recrutons comme volontaires pour qu'ils puissent parler à leur père. Je pense que c'est ça qui est important. Aujourd'hui, l'essentiel de nos volontaires, c'est des jeunes. Et ce sont des jeunes du même quartier et qui parlent à la population de ce quartier. Je pense que ça, c'est vraiment une innovation de taille. Et nous voyons effectivement l'adhésion des jeunes, même si on n'a pas une adhésion
à 100%, mais nous voyons effectivement l'intérêt que les jeunes portent aujourd'hui à cette stratégie. Et pour ce qui est des cas communautaires, qu'est-ce qu'il faudra concrètement faire? Parce que là, les cas communautaires augmentent de jour en jour. Mais ce que nous sommes en train de faire, c'est amener la population à s'approprier des mesures et gestes barrières que le ministère de la Santé et de l'Action sociale est en train de dire à la population. Ça, c'est un. Mais cette appropriation également, il faudra savoir que ces gestes barrières, quel que soit Alpha, aujourd'hui, nous appuyons sur le port de masque, mais on ne doit pas oublier le lavage des mains, qui est fondamental et que nous plaçons même au devant de la scène. Il faudrait que les gens se lavent les mains régulièrement avec l'eau et du savon, ou bien l'utilisation de gel hydroalcoolique, et ensuite porter le masque, mais porter le masque correctement. Un masque doit couvrir et le nez et la bouche. Je pense que ça, aujourd'hui, c'est ce que nous... L'appropriation des gestes barrières et l'application effective de ces gestes barrières. Je pense que ça, on doit pouvoir le faire. On doit continuer à sensibiliser la population par rapport à ces deux gestes. Et pour ce qui est des personnes du troisième âge qui sont aussi les plus exposées à cette pandémie, est-ce qu'il y a une sensibilisation qui est faite en ce sens? Oui, vous savez, aujourd'hui, je vais vous dire, nous sommes en train, et pratiquement peut-être dans la semaine, au courant de cette semaine ou bien au plus tard la semaine prochaine, vous allez voir de nouveaux spots, surtout audio et télévisuels, qui vont sortir et pour s'adresser à cette population jeune, mais également à cette population du troisième âge, les personnes vulnérables. Nous pensons à ces gens. Et aussi, avant même cela, vous savez, il y a quelques jours de cela ou bien quelques semaines de cela, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a mis en place une stratégie particulière pour la prise en charge de ces personnes vulnérables. Aujourd'hui, toute personne vulnérable, qu'il soit, si elle est infectée, qu'elle soit asymptomatique ou symptomatique, est prise en charge directement au niveau de nos structures hospitalières. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, le message que nous véhiculons auprès de la population, que ce soit la population jeune ou bien la population adulte, c'est leur dire qu'effectivement, c'est à nous de protéger nos personnes âgées. Parce que nos personnes âgées, comme vous le savez, ne sortent pas. Ils sont, peut-être elles sont toujours à la maison ou bien elles vaquent à leurs besoins, mais de manière responsable. Et si aujourd'hui elles sont infectées, c'est les jeunes qui les infectent. Et nous demandons aux jeunes de protéger ces adultes. Nous demandons aux jeunes de protéger ces personnes vulnérables. Protéger ces personnes vulnérables revient à vous protéger vous-même. Donc, je crois que la stratégie aujourd'hui par rapport à ces personnes vulnérables et ces personnes âgées est une stratégie qui est là depuis longtemps, mais c'est une stratégie forte qui consiste à protéger effectivement ces personnes âgées. Docteur Ousmane Gueye, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur du SNEPS. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Pour remettre notre économie sur les rails, l'État du Sénégal doit être plus regardant sur le modèle de financement, le niveau de mobilisation des ressources et l'exécution des dépenses. Sentiment du professeur en économie à la FASEC, Dr Thierno Thioune. La dynamique de l'économie dépendra des leviers sur lesquels l'État devrait s'appuyer pour lancer surtout les PME et les secteurs informels. Maintenant, les perspectives seront orientées selon aussi le modèle de financement et le niveau de mobilisation des ressources pour faire face à la COVID-19, mais l'exécution des dépenses. Alors pour le premier, la mobilisation des ressources, si les estimations sont bonnes, ce plan de résilience sociale et économique devrait permettre au Sénégal de pouvoir avoir un taux de croissance plus espéré de 3% au lieu de 1,5%. Et le Sénégal attend dans ces perspectives une bonne contribution des partenaires de développement. Ces perspectives seront sous-tendues aussi par le grand fonds de riposte et de solidarité estimé à plus de 1000 milliards. Maintenant, il faut qu'on fasse très attention sur le calibrage, les types de mesures pour éviter tout plongeon alors qu'on attendait un rebond de l'économie. Pour le financement, l'État du Sénégal, dans sa phase d'opérationnalisation, a mis en partenariat avec la BCEAO un certain mécanisme qui permettrait aux banques d'injecter une enveloppe de financement très conséquente. Maintenant, tout le grand exercice qu'il faut atteindre se situera dans l'exécution des dépenses qui sera du ressort de l'État du Sénégal. On se rappelle tous des difficultés lors de l'exécution des 69 milliards qui ont été destinés au soutien aux populations en matière de vivres. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité.
La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Le gel main Valdin, efficace sur 99%. Avant Sud Nutrition, le rappel des titres, arrêt de la Société africaine de raffinage depuis plus de 3 semaines pour rupture de pétrole brut. Le collège des délégués alerte, les risques techniques et les pertes commerciales sont réels et insupportables pour les travailleurs. Mouvement d'humeur du syndicat des travailleurs de la justice, 2 mois de grève sans obtenir gain de cause. Le Sud-Just ne démord pas, campe sur sa position et compte aller jusqu'au bout de leur combat. Il n'accepte pas les conditions posées par la tutelle. Évolution de la pandémie de Covid-19, les cas communautaires gagnent du terrain. 106 de ces cas sont enregistrés ce jeudi et 47 cas contacts. Le SNEPS va renforcer la stratégie de sensibilisation en cours selon le directeur. Pendant ce temps, de nombreux enseignants